Merci. Moi, je voulais réagir parce qu'on on parle de complémentaires publics et on commence à perdre complètement les références publiques, c'est-à-dire payer en fonction de ses moyens et toucher en fonction de ses besoins quand on est. Donc moi, ça me paraît un petit peu choquant. Surtout dans votre introduction, vous avez l'air d'encourager ou d'accompagner ou citer le fait qu'on développe beaucoup le tiers payant, on comprend. Mais si on développe vraiment le tiers payant, est-ce que le ticket modérateur a encore un sens? Parce qu'il était fait pour, je l'ai dit, responsabiliser les gens. Quand il y a le ticket modérateur, honnêtement, ça rend invisible la participation effective des gens. Et est-ce qu'on n'est pas arrivé à un moment de l'évolution des remboursements, des prises en charge des mutuelles, des technologies qui permettent aussi, monétiques, qui permettent de rembourser, se reposer vraiment la question et de se dire est-ce qu'il y a encore un sens à avoir un ticket modérateur et ensuite être obligé d'aller dépenser des fortunes en brainstorming pour arriver à faire des complémentaires qui soient juste adaptés, juste concurrentiels. Enfin, je trouve que c'est un peu aberrant parce que quand vous dites que si on mettait tout le monde, les retraités par exemple, on augmenterait, mais au moins on diminuerait la part de gestion des complémentaires qui est assez élevée et je ne suis pas sûr que, en tout cas, sur leur pouvoir d'achat, que ça retentisse sur leur pouvoir d'achat. Pas du tout. Donc voilà, la question, elle se pose au-delà des simples cotisations. Alors, évidemment, cette question de la grande sécu telle qu'elle a été labellisée dans les travaux du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie il y a 2 ans, pas une question, c'est pas une question simple. Si en tout cas on part si je suis votre raisonnement, si on part de l'analyse du fonctionnement actuel du remboursement intriqué entre l'assurance maladie et les complémentaires, il est sûr que le ticket modérateur n'a aucun effet responsabilisant dans notre système. Par définition, c'est simplement un copaiement. On a 2 payeurs au lieu d'un, mais il y a 0 effet responsabilisant. Les seuls effets responsabilisants, ce que vous disiez exactement, monsieur le sénateur, il y a éventuellement un petit effet responsabilisant à devoir faire l'avance de frais. C'est moins qu'un effet responsabilisant, c'est plutôt probablement un effet qui provoque du non-recours aux soins sur les plus modestes, en fait, l'avance de frais. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu de plus en plus de promotion de l'absence de frais et de tiers payants pour les personnes les plus modestes. Alors, c'est le cas sur la C2S. Parce que là, on considérait que c'était vraiment un frein à l'accès aux soins. Mais sinon, oui, enfin, je crois que plus personne aujourd'hui ne présente le ticket modérateur comme quelque chose qui responsabilise. C'est vraiment un partage de financement. Donc, les travaux du HCAM ont essayé, donc moi je suis membre du HCAM, mais voilà, avec les professionnels, les complémentaires, des économistes, on a essayé dans ces travaux à l'époque de tracer un peu des grandes familles de réflexion, dans laquelle la grande sécu était une des familles, mais il y en avait d'autres, avec ce qu'on appelle notamment le décroisement. Essayer d'éviter de faire du ticket modérateur, et donc avec 2 payeurs, mais de dire il y a des payeurs, c'est 2 payeurs, chacun sur son panier, à 100% ou un peu moins si on veut garder un ticket modérateur, mais à ce moment-là, un ticket modérateur non pris en charge par un autre payeur. Le décroisement, aujourd'hui, n'est pas complètement simple à envisager parce que dans le passé, c'était surtout des travaux d'économistes, mais quand les économistes réfléchissaient au décroisement, ils disaient en gros il faudrait que les complémentaires prennent l'optique, le dentaire, c'est-à-dire les postes sur lesquels elles sont déjà majoritaires aujourd'hui dans le remboursement, ce qui est toujours le cas. Mais avec le 100% santé, on a vraiment intriqué complémentaires et assurance maladie obligatoire. Donc aller vers un décroisement, encore une fois, c'est un scénario assez théorique, ça veut dire revenir sur le 100% santé et dire finalement, ce 100% santé, il est demain totalement à la main des complémentaires. C'est pas impossible, mais en tout cas, c'est un schéma assez différent de ce qu'on a fait ces dernières années. C'est pas forcément impossible. Mais à la fin, ce qu'on voit quand on fait ça, c'est que probablement, on a un montant total de dépenses des complémentaires qui est réduit par rapport à aujourd'hui.
le jour où on essaie de décroiser, parce que probablement l'assurance maladie sera quand même évidemment sur l'hôpital, mais elle sera probablement aussi sur les médecins généralistes, probablement sur les médecins spécialistes, à moins d'aller dire que les généralistes passent du côté des complémentaires dans ce schéma théorique, mais pas complètement simple. L'assurance maladie sera certainement sur les médicaments à 100%, peut-être aussi sur ceux à 65%. Bon, ça encore, ça peut se discuter, mais globalement, vous avez du mal à faire un panier de dépenses pour les complémentaires qui soit de la même hauteur qu'aujourd'hui. Et donc, vous faites quand même des redistributions fortes et à la fin, vous vous retrouvez avec des dépenses moindres, peut-être les mêmes frais de gestion, donc à la fin, des taux de gestion plus élevés. Et donc, quand on pousse cette logique-là en se disant c'est insuffisant, ben, on va jusqu'au bout, ce que vous disiez, en disant ben, il n'y a plus de complémentaires du tout. Et plus du tout. Et c'est l'assurance maladie qui rembourse tout. Et alors à ce moment-là, c'est ce qu'a montré les travaux du HCAM, que je n'ai pas lu depuis 2 ans, mais si je me souviens bien, c'est qu'il y a... donc entre 7 et 8 milliards de frais de gestion, dont le HCAM faisait l'hypothèse qu'en gros, il y en avait la moitié qui était redistribuée en pouvoir d'achat pour les assurés. L'autre moitié demeurant, parce que, si je me souviens bien, dans les travaux du HCAM, il restait quand même des complémentaires pour solvabiliser certains dépassements ou certains postes de dépenses, ou des supplémentaires. Voilà. Et donc, c'est 3,5 milliards de gains, mais évidemment, au prix d'une modification drastique du financement des 30 milliards actuels de prestations, aujourd'hui financés par des cotisations des assurés et des employeurs, et demain financés par les prélèvements obligatoires de l'assurance maladie, c'est-à-dire CSG, cotisation patronale notamment. Après, on peut toujours en imaginer d'autres, mais enfin, c'est difficile de ne pas regarder d'abord ce qu'avait fait le HCAM, hein, les prélèvements habituels, c'est-à-dire CSG et cotisation patronale. Et ça... Et bon, donc le jour et c'est pour ça que je crois, hein, à l'époque, le gouvernement et le président de la République dans sa campagne n'ont pas repris du tout ces propositions, pas ces propositions, mais cette piste du HCAM qui n'était pas une proposition, enfin, qui était une piste parmi d'autres. Ça n'a pas été repris parce que vous vous retrouvez à devoir assumer, d'une part, un énorme plan social dans les complémentaires santé, probablement plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais par ailleurs, une hausse de CSG de 1 point, je ne sais plus quelle était la simulation dans le rapport du HCAM. Alors après, on peut dire oui, mais les gens ne vont plus payer leurs cotisations en santé. Oui, mais quand même, en général, en tout cas, c'est la crainte qu'on peut avoir, c'est les Français vont voir davantage le nouveau prélèvement obligatoire que la cotisation en moins.